Toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ce soir au centre d'entraînement et de formation du Racing 92 et du Racing Club de France Rugby pour cette seconde édition du Racing Lab. Comme vous l'aurez peut-être lu, nous avons un petit peu innové cette année puisque nous avons souhaité inviter nos amis du Racing Club de France avec notamment la section golf et la section escrime et également les deux autres clubs professionnels du Plessis-Robinson, à savoir donc le PSG Judo et le Plessis Volley Club. Comme vous le constaterez ce soir, l'enjeu de ce colloque, c'est effectivement la santé mentale et neurologique des joueurs. C'est l'attention que nous, le Racing et les différentes sections que vous allez voir, y portent au quotidien, sachant que malgré quelques dénigrations dans la presse, le rugby est en avance, contrairement à ce qu'on pense, et je pense que Sylvain vous le prouvera. Donc, de nouveau, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Pour préciser le propos et l'enjeu de cette soirée, comme l'a très justement expliqué notre président Arnaud Tortolou, il s'agit de parler de santé neurologique et mentale, mais aussi de performance. Et dans le haut niveau, j'ai coutume de dire que santé et performance sont les deux faces d'une même pièce. Donc vous allez voir que ce sont des enjeux qui sont très intriqués. Donc, une fois de plus, l'originalité de cette session, c'est de montrer qu'on va faire quelques cas d'usage avec quelques approximations scientifiques pour que tout le monde puisse accrocher le wagon, donc que les puristes ne m'en veuillent pas, ne nous en veuillent pas, mais l'idée c'est d'avoir une vision très transversale de ces sujets. Et on a la chance d'être dans le centre de performance du Racing 92, et il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait ici, il est conditionné, il est dirigé, il est orienté vers la performance sportive, qu'elle soit collective ou individuelle. Et s'agissant de santé et de performance neurologique et mentale, sans discussion, aujourd'hui c'est devenu véritablement un enjeu critique pour le sport et la pratique du haut niveau. Et de plus en plus, les équipes, la recherche et le développement se fait dans ce domaine-là. Donc pour réancrer ces sujets dans le questionnement sportif, je vais vous citer nos coachs, notre manager Patrice Coageot et Frédéric Michalak. Donc Patrice, il a coutume de dire que la différence entre les joueurs n'est pas toujours la qualité, mais souvent la mentalité. S'agissant de joueurs déjà d'un très très haut niveau, il veut dire que, évidemment, peut-être que c'est pas le plus agile, que c'est pas le plus fort, mais que c'est souvent celui qui est le plus fort mentalement qui arrive à sortir son épingle du jeu. Et en termes de philosophie de jeu, Fred, il porte énormément ces aspects. Notre philosophie, c'est scan, c'est speed, c'est space. Et vous allez voir à travers cette vidéo, regardez la passe sur le pas de Gaël, Wilfried qui cadre, qui donne à Vinaya. Et là, ça demande énormément de force mentale et d'agilité neurologique pour réussir à marquer cet essai. Donc, bon, ça peut avoir l'air de rien, le mec il est costaud, on se dit, comme Fabien Penon l'a dit, le mec c'est un arbre, ouais, c'est pas qu'un arbre, c'est quand même un athlète complet, physiquement et neurologiquement. La force mentale, les aptitudes neurologiques qu'il faut pour contrôler le joueur, apprécier la ligne, à partir d'un but et ne pas passer en touche, ça c'est pas donné à tout le monde. Je vous laisse vous focaliser sur le pied droit du joueur. Là, on voit qu'il arrive à ne pas passer en touche. Vous allez voir sur ce dernier angle comment, au dernier moment, le joueur arrive à aplatir, gérer l'adversaire et ramener au dernier moment le pied à l'intérieur du terrain. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce genre de choses. Si on se ramène dans un contexte un peu plus collectif, vous allez voir sur cette vidéo de gauche, là, qui est un petit peu large, justement, on essaie de voir, comme les joueurs, où sont les espaces, sachant qu'ils ne bénéficient pas de la même vision que nous. Donc vous allez voir que le ballon balaye énormément le terrain, que les joueurs prennent les informations, ils communiquent entre eux. Vous allez voir que prise d'information, communication, c'est des éléments hyper importants. Et si maintenant, si on peut plus focus, prof cadrage défensif, j'emplâtre le mec, gros travail défensif, un pilier droit qui fait un cadrage, une passe, une main, ça circule, ça va vite, ça scanne, ça met de la vitesse, ça va au contact, ça garde le ballon, effort collectif, prise d'information, Léo qui parle à Max, il a vu l'espace, il voit qu'il n'y a personne en couverture, ça a été travaillé. On avait identifié qu'il y avait potentiellement une brèche à cet endroit-là, il a fallu que le joueur s'en souvienne et qu'il l'identifie pour jouer le bon ballon et marquer ce bel essai. Donc très clairement, la performance neurologique, c'est quelque chose de déterminant dans le haut niveau. notamment la qualité et la capacité à prendre les principales informations sensorielles. Donc c'est la vision,
Le problème qu'on a avec la vision, c'est qu'elle est forcément segmentaire. D'accord, vous n'avez qu'un champ visuel qui est réduit et circonscrit. Vous avez l'audition. Donc l'audition, c'est bien pour communiquer, mais quand on a la chance de jouer dans de beaux stades, parfois c'est parasité par le bruit. Et puis vous avez la proprioception, en particulier plantaire, c'est la capacité à récupérer les informations qui viennent du sol. Et là, l'importance du couplage avec le chaussage, comme vous le verrez au moment des ateliers avec Jean-Philippe, il est primordial. Et tout ça, c'est étroitement interconnecté dans le contrôle de l'équilibre, qu'il soit statique ou dynamique. Et donc vous avez des boucles comme ça, entre la prise d'information, la perception, puis la cognition, donc c'est tout ce qui est mémoire, prise de décision, établissement des stratégies, et l'exécution, qui peut être simplement une exécution verbale ou bien une exécution motrice complexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tout ça, ça se fait dans un environnement, vous êtes assujetti à des signaux qui viennent de l'environnement, vous interagissez, vous comparez tout ce que vos sens font remonter au cerveau à vos connaissances préalables, c'est-à-dire tout ce que vous avez récupéré en termes de mémorisation à court, à moyen et long terme, des informations stratégiques, mais aussi des informations sur à la dernière fraction de seconde où étaient positionnés tous les joueurs et où est le ballon. Et tout ça, c'est compilé au niveau du cerveau, intégré pour prendre la meilleure décision. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on utilise dans la modélisation au théorème de Bayes, c'est-à-dire c'est la capacité à calculer une probabilité en tenant compte à la fois des informations déjà connues antérieures et des nouvelles informations qui arrivent. Donc on va considérer que la vision, par simplification, c'est une capacité qui est limitée. Voilà, on a une certaine capacité à l'instant T perceptivo-cognitive visuelle et elle est partagée. C'est-à-dire que cette capacité, vous l'utilisez d'abord pour participer au contrôle de l'équilibre et vous le partagez avec en particulier la proprioception. Et ce qui vous reste de disponible, ça rentre dans la balance de la cognition, la prise de décision, la stratégie et ainsi de suite. Le problème que l'on va avoir, c'est que chez certains sujets, pour diverses raisons, la proprioception, elle peut être diminuée. Et donc, on a des sujets qui sont plus proprio-dépendants, mais visio-dépendants pour l'équilibre. Et du coup, ils utilisent tellement la ressource visuelle pour contrôler leur équilibre qu'il ne leur reste plus grand-chose pour la cognition, la stratégie, la prise de décision. Et donc, ces sujets visio-dépendants, ils ont une altération globale des performances cognitives parce que toute la partie qui est liée à la vision, elle ne peut pas être utilisée pour faire de la cognition. Et puis, en plus, ils ont une vulnérabilité quand le danger ne provient pas de choses qui sont dans le champ visuel. Si vous ne pouvez pas voir arriver le danger et que vous êtes très visio-dépendant, vous ne pouvez pas récupérer votre contrôle de l'équilibre avec la proprioception et vous avez un risque accru de blessure. C'est notamment pour ça qu'avec Jean-Philippe, on travaille énormément sur cette caractérisation de la balance perceptive entre la vision et la proprioception. Et par exemple, lorsque vous êtes très fatigué, que vous êtes déshydraté ou que vous avez pris des coups sur la tête ou que vous êtes un peu commotionné, vous pouvez vous retrouver dans ce type de situation où vous êtes très visio-dépendant, ou bien, si vous avez eu une blessure, une entorse de la cheville, une entorse du genou, un problème de tendon, on sait que la proprioception, elle est altérée parce que tous ces petits capteurs, ils ont été abîmés par l'inflammation de la zone, voire même par l'intervention chirurgicale qui est venue vous réparer, mais qui pour autant a perturbé tous ces petits réseaux de récupération d'informations. Donc on travaille beaucoup sur ça, sur caractériser ces éléments-là, et vous verrez qu'on a des stratégies, des équipements, d'abord pour caractériser, puis pour corriger cette dépendance visuelle. S'agissant de risques liés à la pratique du sport dans le domaine de la santé mentale, c'est très connu. Il y a bien évidemment, en particulier dans le haut niveau, une forte prévalence des troubles anxieux. On a la pression, l'entourage, avec en plus maintenant l'avènement des réseaux sociaux et une communication qui est moins conventionnelle, décomplexée, décontrôlée, voire très agressive. On a des joueurs et des joueuses qui sont très sensibles à ça, avec de la dépression, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Et puis, dans le monde du sport, il y a des choses un petit peu plus spécifiques. Bien sûr que la tentation des conduites addictives et du dopage, elles existent. On a des formes d'addiction au sport. Et puis, on peut avoir des gens qui développent des véritables stress post-traumatiques ou une peur de se reblesser. Donc, vous voyez ici en illustration deux célèbres joueurs, et notamment Raphaël Poulain, qui désormais collabore étroitement avec la Ligue nationale de rugby dans le cadre d'une tournée dans tous les clubs pour faire de l'information et de la prévention dans la santé mentale.
S'agissant des risques de la pratique du sport sur la santé neurologique, bien sûr qu'au premier abord, on pense traumatisme crânien et commotion cérébrale. Sans aucune discussion possible, le rugby est concerné par ces problématiques-là, mais comme l'a dit Arnaud en introduction, très clairement, le rugby est précurseur. Il a développé énormément de choses qui désormais bénéficient aux autres sports, mais pour autant, le rugby n'est probablement pas le sport le plus touché, et il y a énormément d'autres sports qui sont au moins autant, voire même plus touchés que le rugby, alors que ce n'est pas identifié. Donc évidemment, les sports de combat, tous les autres sports de contact, les sports collectifs. Là, vous avez une petite vidéo qui montre un KO d'un joueur de judo qui, si vous avez le son, explique très bien qu'il était en totale incapacité de se relever. Mais il y a aussi tous les sports de motorisés, l'équitation, le cyclisme est un énorme pourvoyeur de commotion, les sports de glisse, le sur mer, le ski est probablement un des plus gros pourvoyeurs de commotion cérébrale, et tous les sports dits acrobatiques. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer la gymnastique pendant une dizaine d'années. Ma plus grosse commotion, je l'ai faite en ratant un lâcher de barre à la barre fixe. Derrière, j'ai joué 15 années au rugby. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Alors, certains diront que je ne plaquais pas assez, ça c'est un autre sujet. Donc là, vous voyez un skieur qui s'est complètement assommé, un pratiquant de BMX qui va complètement s'éteindre sur une chute en avant, et puis vous avez toutes ces pratiques un petit peu fun, là, le trampoline, le parcours, maintenant toutes ces vidéos de jeunes qui font des sauts, des fois de 30-40 mètres complètement dingues. Donc tout ça, ça génère énormément de commotion, tant et si bien que la commotion, en réalité, dans le rugby, c'est plutôt bien contrôlé, mais globalement, dans la population générale, c'est très très sous-diagnostiqué. En Amérique du Nord, ils parlent carrément d'épidémies silencieuses, avec des coûts directs et indirects pour la société qui sont stratosphériques. Le gros organisme d'épidémiologie aux États-Unis, qui s'appelle le CDC, considère, c'est des estimations, que seulement une commotion sur 9 serait diagnostiquée dans la population générale. Ce qui est compliqué avec la commotion, c'est qu'il y a le chaos, ça c'est évident, tout le monde l'a en tête, mais en réalité ça prend énormément de formes, et en fait c'est simplement une altération, une perturbation transitoire de toutes les fonctions, de n'importe quelle fonction du cerveau. Donc ça peut être la vision, l'audition, tout ce qui est contrôle de l'équilibre, un ralentissement des idées, un ralentissement moteur, ça peut prendre plein de formes. Ça ne se voit pas toujours, ça peut être des symptômes immédiats qui disparaissent très rapidement, pourraient apparaître, ou ça peut être des symptômes qui apparaissent que 36 à 48 heures après. Donc c'est très protéiforme. Et ce qui reste souvent, le plus longtemps, qui est très peu spécifique et qui est très difficile à détecter, c'est des troubles de la sphère psychologique. C'est des troubles du sommeil, c'est un petit peu de baisse d'humeur, c'est une baisse de la libido, c'est un petit peu plus de nervosité, d'agressivité. Ça, c'est très très difficile à détecter et c'est très difficile de le connecter à un traumatisme crânien qui aurait eu lieu dans les jours précédents. Donc ça, c'est la phase aiguë. Et ce dont vous avez tous entendu parler également, c'est des problématiques de potentielles maladies au long cours, de maladies neurodégénératives. Donc c'est l'encéphalopathie traumatique chronique, qui est seulement un diagnostic qu'on peut porter post-mortem, et son expression dans le vivant, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'encéphalopathie traumatique. Ben là aussi, c'est des tableaux qui cliniquement sont très difficiles à détecter parce que c'est majoritairement dominé par des troubles de la sphère psychologique. Et on a des gens qui commencent à prendre beaucoup de médicaments, qui ont des troubles du sommeil, qui sont anxieux, qui deviennent agressifs. Vous avez tous vu des histoires comme ça dans la presse. C'est très très difficile à détecter, d'autant plus qu'on n'a pas encore de marqueurs évidents du vivant qui permettent de l'affirmer. Tout ça pour vous dire, et ça fait exactement le pitch de notre thématique aujourd'hui, c'est que dans le champ de ces pathologies liées à l'exposition au traumatisme crânien, et en particulier les traumatismes crâniens répétés, qu'on appelle les RHI dans un acronyme anglo-saxon, ben, santé mentale et santé neurologique, c'est totalement indissociable. On est vraiment obligé de regarder les deux dans un paradigme global et commun et d'avoir des outils transversaux. Donc au Racing 92, on a la chance depuis de nombreuses années de s'appuyer sur un duo d'experts. Jean-François Sherman, qui est probablement le neurologue en France qui a la plus grosse expertise sur les commotions cérébrales, et Flore Marty, qui nous fait l'amitié de sa présence aujourd'hui, qui est psychologue clinicienne et qui a aussi une casquette de neuropsychologue, qui sont vraiment nos deux experts sur qui on s'appuie pour développer tous nos protocoles en partenariat avec d'autres institutions, on va y revenir. Et donc aujourd'hui, les gros enjeux dans le rugby pro, la détection, c'est pas du vert foncé, mais c'est du vert clair, on est plutôt bon. On rate plus beaucoup de commotion cérébrale aujourd'hui. Il y a probablement un effet de plafond de verre qui est lié au fait que, comme je vous l'ai dit, dans certains cas, les symptômes peuvent arriver que de façon différée. À l'instant T, on ne voit rien du tout.
Et après, il y a des limites qui sont liées à l'humain, aux opérateurs et aux technologies dont on dispose aujourd'hui. Donc on verra si on peut encore en capter un peu plus, mais honnêtement, détection dans le rugby professionnel, je trouve qu'on est plutôt assez performant. Là où on a besoin de s'améliorer, c'est sûr dans la sécurisation du retour au jeu, parce que de façon évidente, il y a un surrisque de blessure, un surrisque de nouvelles commotions ou de blessures de l'appareil locomoteur dans les semaines, les mois qui suivent une commotion. Ce qui nous laisse à penser que probablement, il y a des altérations, il y a des petites dysfonctions neurologiques à bas bruit qui persistent, et alors que tous les marqueurs sont au vert, a priori, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça. Donc c'est tous ces petits marqueurs qu'on va essayer de capter avec de nouveaux outils. Et puis les gros enjeux, c'est de comprendre ce qui se passe à long terme, ce qui fait le lien entre ces traumatismes crâniens répétés, même minimes, entre guillemets, ou des commotions, et le risque, chez certaines personnes, dans certains contextes, de développer des pathologies au long terme. Donc bien sûr que l'exposition au contact, elle est clé là-dedans, donc on va beaucoup s'intéresser à la caractérisation et à la quantification, mais on va aussi essayer de comprendre tous les autres facteurs de risque. La génétique joue beaucoup là-dedans, on a au moins 2 gènes dont on est sûr qu'ils sont impliqués dans le développement de ces pathologies, et puis on essaie de comprendre le rôle de l'anatomie. On a notamment avec l'école des arts et métiers des travaux sur l'influence de l'anatomie, de la forme de la boîte crânienne sur la capacité à diffuser et à absorber l'onde de choc. Et on se rend compte que l'anatomie de la boîte crânienne et de certaines parties des ligaments de la faute du cerveau a une réelle influence sur la façon dont vous subissez un choc. Donc l'idée, c'est à la fin de pouvoir arriver sur des modèles de gestion individualisés du risque de commotion cérébrale et de problématiques neurologiques à long terme. Et ça pose aussi la question, et on travaille beaucoup sur ça, sur quel doit être le suivi post-carrière en prenant en considération les éléments à notre disposition aujourd'hui et en essayant de mettre en place des choses qui soient bien dimensionnées en termes de moyens. Donc, comme c'est très protéiforme, on a besoin d'outils multidimensionnels qui vont essayer de balayer un peu toutes les fonctions neurologiques. Donc, vous verrez dans les ateliers qu'on a une batterie de petits outils ici au Racine qui nous permettent d'aller de la vision à l'audition, à la cognition, à la réactivité. On essaie de balayer un maximum de fonctions qui se retranscrivent dans le rugby. On essaie d'être écologique de la pratique. Et puis, il faut qu'ils soient hyper user-friendly, parce qu'on n'est pas tous des grands techniciens, on est avant tout des gens de staff de rugby, donc il faut que ce soit des outils qui soient disponibles immédiatement, dès que le symptôme survient ou dès que le traumatisme est survenu, et puis que l'on puisse s'en servir facilement et qu'ils soient performants dans le sens où ils soient validés. Et cet écosystème d'outils in situ, ben, on le couple à une expertise externe, à des outils très robustes, mais qui cette fois sont localisés dans des hôpitaux, et en particulier à la Fondation Rothschild, avec qui on a un énorme partenariat depuis plusieurs années maintenant, qui nous met à disposition des moyens in situ et qui, dès que ça devient compliqué, accueille nos joueurs pour faire des tests beaucoup plus poussés, de l'imagerie cérébrale, de l'électrophysiologie, de l'EEG, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, et ce que je tiens à souligner aujourd'hui, c'est que tout l'écosystème d'outils que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, il a pu être développé parce que, ou grâce à nos partenaires. Et on a notamment Optique Audionomie, qui est devenu même un partenaire maillot, qui participe à nos tests, qui met à disposition des moyens humains et technologiques, et avec lesquels on a démarché une vraie politique de co-R&D. Donc ça, c'est hyper important pour nous d'avoir ces relations-là avec nos partenaires. On a Neuracure qui développe des tests neurologiques, on a la société Podiatech qui nous a mis à disposition tout le plateau technique que vous allez voir en bas pour faire la podologie. Donc, on est vraiment dans quelque chose de win-win avec nos partenaires. Bien sûr qu'on est heureux de les avoir sur le maillot, mais en plus, on a plus loin que ça. Il y a une émulation et une mise en commun des ressources dans ces thématiques et ces préoccupations communes. Le principe, c'est que tous les joueurs ont besoin de faire une baseline individualisée, parce qu'on ne peut pas se contenter de moyennes liées à la population générale, tellement les variations sont fines et les aptitudes de nos sportifs sont singulières, généralement plus hautes que la population générale. On ne peut pas se satisfaire de référentiels communs. Ensuite, chaque fois qu'il y a une suspicion, une commotion, une suspicion de commotion, ben, le joueur est vu de façon très régulière, dans les 48 premières heures, puis une fois par semaine dans des conditions standardisées, jusqu'au retour de la compétition et contrôle à 1 mois. En plus de ça, au quotidien, même s'il n'y a pas eu de commotion, tous nos joueurs, tous les jours, font l'objet d'un monitoring de
leur état de forme. Donc on leur pose des questions pour savoir s'ils ne développent pas des symptômes qui pourraient nous laisser penser qu'ils ont eu une commotion qu'on n'aurait pas captée. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal dormi? Est-ce que tu es anxieux? Et ainsi de suite. Et quand on a un petit peu des marqueurs qui s'allument comme ça, pof, on leur fait notre batterie de tests numérisée. Et bien évidemment, depuis quelques mois maintenant, les protège-dents instrumentés qui nous permettent de récupérer des informations de charge et de détecter des événements où il y aurait eu un gros choc que personne n'aurait identifié visuellement ou que le joueur n'aurait pas rapporté. Et tout ça, ça se noie, ou en tout cas ça se fusionne au sein d'un suivi longitudinal multimodal où on intègre tout le suivi de la charge de contact. Donc c'est tous ces indicateurs qui nous permettent de dire le joueur s'est entraîné très dur, ou il développe de la fatigue, ses performances sont en hausse, ou au contraire elles sont en train de diminuer. Toutes les informations liées à la météo, à l'organisation, donc toutes ces informations-là sont fusionnées, elles sont récoltées, et bien évidemment ça représente énormément de données de nature différente, de temporalité différente, et on a besoin de s'appuyer de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour pouvoir valoriser ces données et pouvoir les interpréter et leur donner du sens dans notre pratique au quotidien. Et pour ce faire, on a la chance de bénéficier d'une chaire d'intelligence artificielle avec les arts et métiers et l'EPF. Donc on a déjà eu une première thèse de 3 ans sur l'IA que l'on vient de renouveler pour 3 années de plus et qui a déjà donné des résultats probants. Donc pour vous donner une idée de ce que c'est le protocole standard dans le rugby aujourd'hui, qui est déjà bien au-delà de ce qui se fait dans tous les autres sports, c'est les petites cases que j'ai coloriées en vert. Pour vous donner une idée de ce que nous on rajoute au Racing, voilà, on rajoute énormément d'intrants, grosso modo beaucoup d'intrants dans le champ psychologique et neuropsychologique, toute une batterie de tests neurologiques internalisés qui explorent le champ de la vision, de la cognition et de l'équilibre, et on espère demain de la réponse motrice sur le terrain. On s'intéresse énormément à l'influence des équipements, que ce soit le chaussage comme je vous l'ai dit, mais aussi les protège-dents, l'ergonomie et la qualité des protège-dents. Et je remercie le docteur Claude Charles qui est dans l'Assemblée aujourd'hui, qui est notre dentiste et qui suit étroitement les joueurs dans ce domaine-là. On monitore systématiquement la force cervicale en début de saison, très régulièrement pendant la saison. Et chaque fois qu'un joueur a eu une commotion, on s'assure qu'il a à minima retrouvé ses niveaux les plus récents de force cervicale avant de le remettre dans le trafic, puisqu'il y a des papiers qui montrent que effectivement la force cervicale a un rôle protecteur dans les commotions cérébrales, même si on ne sait pas très bien le caractériser. Et puis, comme je vous l'ai dit, notamment grâce au partenariat qu'on a avec la Fondation Rothschild, une batterie de tests très exhaustive, dont une partie est internalisée sur la partie ophtalmologique, et depuis cette année, sur la partie audio, grâce à l'équipe du professeur Denis Ayache, dont on salue l'arrivée à l'instant. Et on a des résultats bluffants, et ça soulève beaucoup de questions sur la santé audiologique des sportifs de haut niveau, exposés au traumatisme crânien répété, mais pas que. En tout cas, on a été assez surpris, et il y a énormément de choses à creuser dans un champ qu'on investiguait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Et puis, comme je vous l'ai dit, en plus, quand il s'agit des cas compliqués ou des cas à long terme, des joueurs qui ont eu plusieurs commotions cérébrales en carrière, voire même des joueurs qui commencent à développer des tableaux dont on pourrait penser qu'une maladie neuro-inflammatoire ou neurodégénérative débute, là, on vient systématiquement à ajouter des examens beaucoup plus complets, beaucoup plus robustes, avec des IRM avancés, des électroencéphalogrammes, un bilan ORL approfondi, des batteries de tests neuropsychologiques qui durent plus d'une demi-journée. Et donc tout ça, c'est cette filière qui a été créée. C'est une véritable filière qui existe à la Fondation Rothschild, qui était initialement dédiée à nos joueurs du Racing, qui ensuite a été ouvert aux joueurs du Stade français et aux autres équipes de rugby suivies par le docteur Sherman. Il y a certains judokas qui bénéficient maintenant. C'est devenu vraiment une filière ouverte au plus grand nombre. Et dans cette dynamique-là, il y a un projet actuellement qui est en train de se structurer, qui est piloté par la LNR et la FFR, où plusieurs centres vont déployer un protocole commun de prise en charge et de détection de ces potentielles maladies neurologiques. Donc, on a été précurseur dans ce domaine-là et je fais partie du comité de pilotage de ce beau projet à l'échelle nationale qui est dirigé par le docteur David Broge. Il n'y a pas que les traumatismes crâniens qui peuvent faire souffrir le cerveau du sportif, et ça on a tendance à l'oublier,
la chaleur, le manque d'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie, la déshydratation, la perte d'eau, mais aussi de sels minéraux, le manque de sucre, le cerveau est très gourmand en sucre, l'hypoglycémie, et puis tout ce qu'on va appeler les toxines, notamment les toxines azotées que l'activité physique est susceptible de fabriquer, ben ça, très clairement, c'est des sources de souffrance du cerveau. C'est pour ça que quand il y a un traumatisme crânien, une commotion cérébrale, bien évidemment que le premier truc à faire, c'est de protéger le joueur, c'est de le sortir de l'activité. Il ne faut pas qu'il reprenne un coup sur la tête pour empêcher la survenue du syndrome de second impact. On sait qu'un nouveau impact significatif a un risque très important, cette fois, de traumatisme crânien grave et de saignement intracrânien. Donc c'est la priorité des priorités. Et puis, ce que l'on fait au Racing, c'est de façon systématique, on compense très rapidement toutes les potentielles autres sources de souffrance neuro. Donc on refroidit le cou et la tête du joueur, donc des fois simplement avec des poches de glace, mais aussi avec des casques réfrigérants. On les réhydrate avec de l'eau et des minéraux, et on les resucre. Ça a l'air de rien, mais là, dès que le joueur a été commotionné, il doit avoir sa boisson avec et son petit refroidissement pour essayer de limiter toutes les autres sources potentielles de souffrance neurologique. Et puis ensuite, on donne certains suppléments en accent sur le support de la fonction du neurone de la mitochondrie. La mitochondrie étant le petit organique intracellulaire qui est responsable de l'énergie et qui est très très perturbé en cas de commotion cérébrale. Ça, c'était sur le plan aigu, mais sur le plan chronique, on a la preuve et on a de la publication qui démontre que, oui, ces autres agents stressants peuvent générer des pathologies neurologiques chroniques, et on a notamment chez les plongeurs en apnée ou en bouteille des pathologies d'encéphalopathie chronique. On observe aussi chez les alpinistes ou chez les ultra-trailers. Oui, la chaleur et l'exposition répétée, prolongée à l'hyperthermie peut provoquer des lésions, en particulier du cervelet. Et chez les ultra-sportifs, on a remarqué qu'on pouvait développer certaines formes d'encéphalopathie qui sont liées à des stress métaboliques. Donc il n'y a pas que les traumatismes crâniens répétés qui dans le sport peuvent faire souffrir le cerveau. C'est important à garder en tête. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que pour tous ces agents-là, que ce soit pour le manque d'oxygène, pour la chaleur et pour le stress métabolique, on observe ce qu'on appelle un phénomène d'hormèse. L'hormèse, c'est le fait que lorsque vous exposez un organisme vivant à des stress en deçà d'un certain seuil pathologique, eh bien vous engendrez dans l'organisme une réponse adaptative qui finit par le protéger. Donc ça marcherait pour l'hypoxie, ça marcherait pour la chaleur, ça marche pour le stress métabolique, ça marche même pour les radiations, mais à date, on n'a aucune preuve que ça fonctionnerait pour les traumatismes crâniens répétés. On n'a absolument pas la preuve que exposer un sportif à des petites doses de traumatismes crâniens répétés pourrait engendrer une réponse protectrice. Il y a une seule étude qui est actuellement en préprint chez la souris qui pourrait montrer ce type d'effet. Bref, on n'a pas envie de se dire qu'on va leur taper sur la tête pour l'instant pour les protéger, mais il y a quand même des questionnements à ce niveau-là. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des doses d'exposition qui ne seraient pas dangereuses, voire même qui seraient protectrices? C'est une piste d'étude à l'heure actuelle. Maintenant, les bénéfices. On a parlé, on s'est fait peur un peu, on a parlé beaucoup de problématiques, mais très clairement, la balance bénéfice-risque, elle est très, très, très largement en faveur des bénéfices. Et ça, c'est prouvé. On a une littérature qui est très riche. Qu'on parle de santé mentale ou de santé neurologique, pour résumer ce qui est écrit dans les quelques extraits de publication, globalement, le sport, c'est un facteur de protection neuropsychologique globale. Ça joue notamment de façon positive sur l'humeur, les fonctions cognitives et même sur la trophicité, la structure du cerveau. Si on va dans le champ des sports collectifs, ben, ça ajoute des bénéfices supplémentaires, notamment dans le champ des interactions sociales, et ça augmente les compétences dans des tâches, des stimulations cognitives très complexes, du multitâche. Vous verrez ça dans les ateliers quand vous jouerez avec les petites cellules lumineuses. Et puis les sports de combat, oui, les sports de combat ont un effet supplémentaire bénéfique sur le plan neurologique, d'abord dans la régulation émotionnelle, et puis d'un point de vue, donc ça c'est le côté je dirais, mental, et puis d'un côté neuro, les sportifs qui pratiquent des sports de combat et de contact seront plus performants dans tout ce qui est tâches d'attention sélective et dans les performances de réactivité motrice. Donc maintenant, quand on parle de performance mentale, ben, ça fait quand même quelques années, ça fait depuis 2007 que je suis dans le sport professionnel, et l'expérience montre que c'est très compliqué dans un sport pro, quand il y a énormément de sportifs et de profils et de nationalités différentes comme c'est dans le rugby, d'avoir un seul intervenant au niveau d'une équipe. Donc pour être honnête, nous, ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est l'individualisation de la préparation et du suivi mental de nos sportifs.
Alors l'intervenant externe, c'est séduisant, ça a l'avantage de l'indépendance, de l'objectivité, de pouvoir varier les approches et les personnalités, parce que ce qui est très important, c'est la relation entre le patient et le soignant, c'est ça qui fait que ça marche ou que ça échoue. La limite de ça, c'est que l'intervenant externe, il a quand même une connaissance très limitée du contexte dans lequel le sportif évolue, et ça, c'est quand même un vrai frein. Et puis, inévitablement, on pense au syndrome du gourou, où on a des intervenants externes qui n'existent que par, je dirais, le soulignement du manque de qualité de ce qui se fait en interne. Donc ça peut être de temps en temps problématique aussi. Au Racing 92, c'est très géré par les coachs, cette partie préparation mentale et individuelle, avec quand même la particularité que nos coachs, ils sont formés régulièrement, ils bénéficient d'outils, ils utilisent notamment des outils disques qu'on voit très fréquemment utilisés dans le monde de l'entreprise. Et puis, l'avantage que ce soit géré par les coachs, c'est qu'ils connaissent très bien le contexte des individus et du collectif. Ils ont des entretiens réguliers. C'est pas facile de capter des sportifs professionnels. Ils ont des agendas bien chargés. Donc là, on les a sur place. Ils se fixent conjointement des plans de développement, des KPI sur le terrain et en dehors du terrain. Et quand il y a besoin, de façon très ciblée, si le joueur en fait la demande ou qu'on se dit tiens, lui, ça vaudrait le coup qu'il fasse de l'imagerie mentale, ou de la sophrologie, ou tout autre type d'intervention de la science psychologique, on a, je dirais, un book d'intervenants et on flèche les interventions. Parce qu'au rugby, il faut trouver sa place sur et en dehors du terrain. Le côté hors terrain, il est super important. Dans un contexte qui est dynamique, ça c'est des contextes qui sont mouvants en permanence, qui sont mouvants pour l'individu et pour le collectif, avec des synchronisations qui sont loin d'être évidentes. Donc c'est très très complexe tout ça. Et puis dans un sport collectif dit de combat, la psychologie individuelle, elle est très très liée à la psychologie collective. Donc il y a un concept qu'on voit émerger un peu aujourd'hui dans la psychologie sociale et qui essaie d'être transcrit dans les neurosciences, c'est le fait qu'une équipe, en fait, c'est pas des individus qui s'additionnent, c'est pas des individus qui s'agrègent simplement, c'est des individus qui s'égrègent. L'égrégore, en fait, si on devait le définir, c'est une espèce de conscience collective qui est activée par des émotions, par la synchronisation et la culture de l'équipe. Hein, c'est plutôt ce raccourci de dire qu'on ne parle pas d'esprit d'équipe, mais on parle d'esprit de l'équipe. Et ça s'observe dans les comportements des joueurs, dans les intuitions collectives. Souvenez-vous de cette vidéo-là, de cet essai qu'on marque à l'Arena. Il faut quand même être sacrément connecté au plan de jeu, mais les uns aux autres, pour arriver à avoir le bon geste au bon moment, à cette vitesse de réalisation. Ça va très très vite. Et ça se crée, ça se structure et ça s'entretient. Et pour ce faire, on utilise beaucoup des symboles, des totems, des rituels, mais on le fait aussi à travers l'objectivation. On a des data, on a une signature data du comportement de l'équipe, et après on essaie de faire des choses un petit peu plus chiadées, notamment avec l'intelligence artificielle autour de modèles de cohésion collective, mais très clairement, et là, si je vous montre la photo des All Blacks, c'est évident que le haka, le maillot noir, la fougère, ça, c'est des éléments qui constituent à créer l'identité de l'équipe des All Blacks. Donc les All Blacks, c'est une équipe qui nous vient intuitivement, mais on a la chance ici d'être au Racing aujourd'hui, et je pense que n'importe qui s'intéresse un peu au rugby, le Racing, c'est le chauby, c'est le nœud papillon, c'est ce maillot qui n'a jamais changé depuis la création du club. Donc très clairement, en termes de symboles et de totems, au Racing, on est très bien doté, et ça, ce sont nos coachs, et en particulier le manager qui le fait vivre au quotidien. Il inculque, il insuffle l'identité. Il y a beaucoup de thématisation de notre saison et des matchs qui se fait pour embarquer tous ces joueurs qui ont des histoires différentes, qui ont des cultures différentes, qui ont des nationalités, des langues différentes. Voilà. En écho du premier titre du showbiz, souvenez-vous de cette image où nos joueurs au Camp Nou buvaient le champagne avant le coup d'envoi et on se souvient où ça nous a amené. Et aujourd'hui encore, on a donc régulièrement des petits rites comme ça. Donc là, c'est les joueurs qui se réunissent. Et vous les voyez respirer tous ensemble 3 fois. Donc ça, vous le voyez souvent les faire après les essais en arena. Ou bien des trucs un petit peu plus fun. La voilà. Il a fait exprès. Mais bon, ça fait partie, ça entretient l'émotion et la connexion entre les joueurs. Et c'est ces petites choses au quotidien qui font qu'à la fin, on a une équipe qui a un esprit et pas seulement un esprit équipe. Donc maintenant, je vais céder la parole au professeur Philippe Rouche de l'ENSAM. Donc pour l'histoire, l'ENSAM, c'est vraiment notre premier partenaire sur le plan historique dans toutes nos démarches de R&D. C'est notamment eux qui nous ont accompagnés depuis le début
sur l'optimisation de la surface de jeu à Paris La Défense Arena, et maintenant dans tous nos sujets de Bioméca, et maintenant depuis quelques années avec l'EPF sur l'intelligence artificielle, on a la chance de bénéficier au quotidien de ces interactions et d'avoir en permanence au moins un, voire deux étudiants en thèse qui viennent de ces grandes écoles. Donc Philippe, je te remercie et je te cède la parole. Merci Sylvain. Bonsoir à toutes et à tous. Donc l'idée c'était de faire une petite table ronde en ayant une vision différente, venant de sports différents et de temporalités différentes, des sports sur lesquels le combat se fait en quelques minutes, des sports où le combat se fait dans quelques heures. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir ces messieurs qui vont nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc Jean-François Lamour, que vous connaissez tous, sous vos applaudissements. Champion du monde, 13 fois champion de France. Oui, oui, oui. Donc, Olivier Rosner, ex-joueur de la vie. Le docteur Laurent Villenclerc, qui est médecin du sport, PSG Judo, qui maintenant, j'ai bien compris, est aussi des féminines en foot. Et enfin, Frédéric Auger, qui est entraîneur du Plessis-Robinson volleyball. Donc, chers amis, merci beaucoup. On va poser 8 questions, mais après, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Je lance les... Donc, cher Jean-François, nous allons commencer avec vous, si vous voulez bien, avec... Ah, je vais aller en arrière, on va partir en avant. Avec une petite vidéo qui nous vient de la petite finale pour avoir la médaille de bronze au JO de Barcelone, où vous êtes sur la gauche, et on va essayer de parler de combat mental. Qu'est-ce qui se passe là sur l'avant-dernier point? Est-ce que vous allez voir le joueur en face pour lui parler gentiment, parce qu'on sent qu'il y a quand même une petite discussion qui se passe entre vous, et comment se fait la préparation mentale pour un événement qui n'a lieu que tous les 4 ans, et pour lequel il y a un investissement qui est majeur et qui peut être ruiné si ça ne se marche pas bien à ce moment-là. Comment on fait pour se préparer pour un événement aussi important que les JO? Bonsoir à toutes et à tous. Bon, déjà, c'est la préhistoire hein, par rapport à ce que Sylvain vous a présenté en matière de préparation mentale. On était loin, nous, en équipe de France, d'avoir à notre disposition toute cette préparation, tous ces outils. Et je suis très heureux de voir maintenant comment un sportif de haut niveau est accompagné dans sa progression et dans toute sa carrière, qu'il soit professionnel ou, comme c'est le cas encore de l'escrime, amateur. Plusieurs choses. La première, c'est que par définition, un sportif de haut niveau, c'est un sportif en permanence en déséquilibre, tout le temps. On ne peut être qu'en déséquilibre quand on fait 5 heures d'entraînement par jour, qu'on subit des défaites nombreuses, quelques victoires, des blessures, des jours qui vont moins bien que d'autres. En escrime, on avait donc un double projet, puisqu'on était obligé de travailler, donc il peut y avoir aussi des problèmes au niveau des études, au niveau de l'insertion professionnelle, des problèmes aussi personnels. Donc tout ça fait qu'un sportif de haut niveau est en permanence en déséquilibre, et tout le rôle de l'encadrement, le staff, le maître d'armes, on a une relation très forte avec le maître d'armes, des amis de l'équipe de France, que vous voyez, le type chauve là, de dos, c'est mon entraîneur, la Saucé Péchy. Et tous ceux qui sont autour de moi, ce sont les amis de l'équipe de France, avec qui ensuite on est allé gagner une autre médaille de bronze à ces Jeux de Barcelone. On est là pour que ce déséquilibre soit cadré et qu'il permette toujours aux sportifs d'aller vers l'avant. C'est indispensable quand la carrière est longue. Indispensable. Ma carrière, j'ai commencé à 7 ans, j'ai terminé à 36 ans, avec une vingtaine d'années au plus haut niveau. Et ce déséquilibre permanent, il est indispensable à la progression de l'athlète de haut niveau. C'est donc à l'encadrement de veiller, professionnel, sportif et personnel, familial, de veiller à ce que ce déséquilibre ne soit pas trop important. Après, dans la petite vidéo que vous avez passée, ce tireur-là, je le connais bien, c'est un Italien, il s'appelle Scalzo, il m'a battu, je l'ai battu. C'était hyper serré, j'ai même failli d'ailleurs me faire tordre hein, pour la médaille de bronze. Je lui ai sorti une parade riposte de derrière les fagots à un moment où il pensait pouvoir gagner le match. Après c'est de l'intox, il faut bien dire les choses comme ça. Bon, après je vais le voir, je discute un peu avec l'arbitre, c'est l'escrime, hein, on discute en rugby, il y a moins de discussion. En escrime, ça fait partie du jeu. Mais ce qui compte beaucoup,
pour répondre à votre question, pendant la compétition, c'est la manière dont on monte sur le podium sur la piste. Je vous donne cette anecdote parce qu'elle résume assez bien finalement cette situation. Pour les Jeux de Séoul que je gagne, je suis face à un Polonais, Janusz Olek. Bon, il m'a battu, je l'ai souvent battu également. Et je monte le premier sur la piste et je monte la tête haute avant lui. Je tiens à monter avant lui sur la piste. Et lui, je le vois en face de moi, il monte et il a les épaules rentrées, il a la tête basse, il met tout de suite son masque. Moi, j'avais pas encore mis mon masque, on y reviendra tout à l'heure sur le masque. Et là, je me dis, je vais le tordre. C'est-à-dire que je n'avais pas de stratégie obligatoire dans ma tête, je ne savais pas très bien comment aborder le match. On les connaît, mais ce jour-là, on ne sait pas exactement, je ne l'ai pas rencontré de fait, hein, parce que je le rencontre en finale. Je connais ses forces et ses faiblesses, mais on a toujours le petit plus ou le petit moins pour une compétition. Mais je me dis intuitivement, il n'est pas bien dans sa tête. En tout cas, je me persuade qu'il n'est pas bien dans sa tête. Et j'attaque le match à fond. C'est-à-dire que je ne le laisse pas respirer et je mène 5-0. C'était des matchs contre 10 touches. Je mène 5-0, à tel point d'ailleurs qu'il est étouffé, il est étranglé, il est acculé à chaque fois dans ses 2 mètres. Et le match se termine à 10-4. Voilà. Et ce que je voulais juste exprimer, au-delà de la préparation hein, de ce match, hein, donc cette capacité à s'adapter au jeu de l'adversaire ou à son état mental à ce moment de la compétition, c'est cette capacité à avoir, quand on monte sur la piste, toutes ces antennes sorties. Alors en particulier au sabre, vous voyez que c'est l'arme qui est la plus rapide. Hein, un match, ça dure les 2 minutes 30, 2 minutes 30, douche comprise, hein, à peu près. Hein. Et si vous mettez plus de 30 secondes à comprendre le jeu de l'adversaire, vous êtes mort, vous êtes au vestiaire. Il faut donc analyser le jeu, sa situation mentale, adapter son jeu et imposer le sien. Et tout ça, ça doit se faire en 2 minutes 30. C'est tout l'enjeu, parce qu'on se vaut tous à peu près, on se vaut tous physiquement, on se vaut tous techniquement, il y en a qui sont un peu plus forts physiquement, d'autres, ça dépend de l'âge aussi. Là, à Barcelone, je commençais à avoir un peu de bouteille, c'était dur hein, sur les jambes. Mais on compensait avec une science de la piste et une technique éprouvée. Il s'agit donc d'être en adaptation permanente et s'adapter plus vite au jeu de l'adversaire pour imposer le sien. Et ça, c'est une préparation mentale qui s'inscrit sur le très long terme avec notre entraîneur, sur 2 principes. Je conclue avec ça. Quel que soit le résultat d'une saison, à chaque début de saison, il nous faisait, cet entraîneur hongrois, là, le Chauve, d'ailleurs on le surnommait le Chauve, pendant 1 mois et demi, tous les ans, du 15 septembre au 15 octobre, fin octobre, il nous refaisait faire des mouvements qu'un gamin de 7 ans faisait dans une salle d'escrime quand il arrivait pour apprendre l'escrime. En gros, il nous expliquait que vous ayez gagné ou perdu, que vous ayez réussi votre saison ou que vous l'ayez raté, on repart de zéro. Donc on faisait des gestes sans armes, sans masque, sans rien, une marche, une retraite, pour ceux qui connaissent un peu l'escrime, une marche, une retraite, une marche effrante, on se mettait face à face. Et à 36 ans, donc pour la dernière saison avant Barcelone, j'étais comme un gamin de 7 ans. Comme si je commençais l'escrime dans le grenier de Maison Alfort, qui avait été ma première salle d'art. L'idée du maître d'art, c'était on repart d'une feuille blanche. Humilité, remise en question de ce qu'on avait fait la saison précédente, remise aussi à plat des victoires et des défaites par rapport à ses amis de l'équipe de France. C'était un des éléments de préparation mentale. On n'avait pas d'encadrement mental, comme l'a rappelé Sylvain tout à l'heure, ça n'existait pas, on faisait un peu de sophrologie, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes dans le sable, votre sternum irradie, tout ça. Pour nous, c'était bullshit, tout ces trucs-là, donc ça n'avait pas duré très longtemps. Peut-être aussi une erreur, hein. Il y avait 1 ou 2 membres de l'équipe de France qui avaient leur propre sophrologue, mais c'était vraiment pas du tout la culture de l'époque, je parle des années 80, hein. en tout cas en escrime. En tout cas en escrime. Ça, c'est donc cette remise en question
permanente. Et l'autre élément, c'est que toutes les semaines, à chaque fin de semaine, l'entraîneur, à la place de la galerie de portraits, dans la salle d'armes de l'INSEP, parce qu'on s'entraînait à l'INSEP, affichait tous nos résultats de la semaine. Touches données, touches reçues, victoires, défaites. Et donc, en gros, il nous disait, à travers ce tableau, sans d'ailleurs nous l'expliquer, voilà ton état de forme, tu t'étais fixé des objectifs, est-ce que tu les as atteints ou pas? Tu regardes ce qu'a fait ton copain de l'équipe de France. On était un groupe d'une dizaine de tireurs. Et donc on avait une sorte de tableau de bord régulier qui nous permettait, nous, de nous auto-juger en matière de forme et de progression. Et la dernière des choses, c'est à 36 ans, j'avais toujours le sentiment de progresser. Toujours le sentiment de progresser. C'est étonnant. On aurait pu dire, bon, je fais la technique. J'avais toujours le sentiment avec l'entraîneur d'apprendre des nouvelles choses, de les mettre en application pendant la compétition. Et cette capacité toujours d'avoir dans sa tête cette idée de progression, je vous rappelais tout à l'heure ce déséquilibre permanent d'aller de l'avant, participe de la compétitivité d'un sportif et de la compétitivité d'un groupe. On a réussi, et ça c'est valable pour tous les sports de haut niveau, jamais seul. Jamais seul. On est obligé, effectivement. D'ailleurs, c'est assez symbolique cette photo. On ne réussit jamais seul. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Olivier, et on va partir du coup sur un sport où la temporalité est tout à fait différente. Et vous me tendez la perche puisqu'on va parler de mentalisation. Et si on regarde un petit peu la routine du Jason Day, on se rend compte qu'il va faire systématiquement les mêmes choses avant tous ces shots, vider sa tête. Olivier, quelle est ton approche, toi, maintenant, avec les gens que tu coaches, ou même ton expérience d'ancien joueur sur la partie mentalisation qui est extrêmement importante dans ce sport-là? Merci Philippe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tournoi de golf, il y a 150 participants. Donc on est seul contre eux. Imaginez-vous un peu dans une salle où il y a, une salle de secret, là où il y a 150 zombies et vos démons, et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de vous attraper, et vous avez juste une porte pour vous en sortir. Donc c'est pour ça qu'en fait, au golf, on met l'accent énormément sur tout ce qui est routine, préparation du coup, visualisation, et il y a le yoga qui arrive aussi également dans le golf pour apprendre à respirer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sous pression, les meilleurs joueurs du monde, et on l'a encore vu il y a une semaine à l'événement de la Ryder Cup, les joueurs montent jusqu'à 150-155 pulsations minutes. Donc voilà, il faut réussir à gérer ça, les tremblements, parce que évidemment, si on tremble, la balle ne sort pas au bon endroit. Voilà, donc en fait, on voit, j'aime bien cette petite vidéo de Jason Day qui a été numéro 1 mondial. Et en fait, il a une routine qui est tout le temps la même, où on le voit derrière sa balle pendant 10 secondes, où il ferme les yeux, il essaye de faire une petite remise à zéro, il respire, il essaye de se détendre. Et voilà, c'est vraiment un point important. Et c'est vrai que les joueurs respirent énormément et de plus en plus. Cette routine, c'est lui qui l'a développée, il l'a développée avec son coach, tu en développes toi avec tes étudiants. Comment vous le faites? Vous le faites joueur par joueur, c'est très personnalisé, certains sont sensibles à la respiration, d'autres sont sensibles à d'autres préparations. Ouais, déjà, il y a des grandes lignes à pas louper. Par exemple, il y a plein de prises d'informations sur là où repose la balle, on appelle ça le lie, la distance, la stratégie de jeu, le vent, l'humidité. Donc il y a plein de facteurs à pas oublier. Et après cette respiration, mais c'est vrai que chaque joueur est différent et a besoin de se construire sa propre routine, et on essaye de s'adapter en fonction des demandes de chacun, etc. Et dans le golf, on a la possibilité, en tout cas quand on est pro, d'avoir les conseils d'un caddie finalement à chaque coup. Est-ce que le caddie aussi peut jouer un rôle sur l'aide aux joueurs à la préparation mentale pour le coup qui arrive? Comment on se fait la discussion du coup à ce niveau-là? Ouais, évidemment, le caddie, c'est un peu le copilote. Quand on est dans une voiture de rallye, si on n'a pas le copilote, ça fait un tout droit dans le ravin. C'est un peu pareil au golf. Il permet vraiment de se recentrer sur soi, de rien oublier surtout. Aucun facteur à oublier. Et c'est un rôle primordial. On a tendance à les oublier souvent, mais c'est quelque chose comme un maître d'armes ou qui permet de se recentrer sur soi et de rien oublier surtout. Merci mille fois. On va passer aux idées, encore une fois sur une stratégie, avec peut-être des thématiques qui vont être assez proches de l'escrime, avec une compétition où on connaît les gens, on a l'habitude de les rencontrer.
Comment se fait la préparation mentale du coup au judo? Comment on fait pour entraîner ces champions? Merci déjà pour l'invitation par Sylvain Blanchard. C'est vrai qu'on a la chance en judo d'avoir un grand ambassadeur de la préparation mentale, puisque Teddy Riner, depuis son arrivée à l'INSEP, était suivi par Myriam Salmi. C'était finalement les précurseurs du suivi en prépa mentale. Initialement, c'est une psychologue du sport, mais elle a accompagné dès son arrivée face à la difficulté de se retrouver dans un environnement hostile quand on a 15 ans, contre des adultes finalement qui peuvent avoir 30 ans et éloignés de chez soi. Et donc c'est un travail finalement de longue haleine comme l'entraînement sportif. Il faut comprendre que c'est rare de pouvoir résoudre des problèmes en préparation mentale du jour au lendemain. Et donc c'est des apprentissages de certains exercices, de certaines gestions de moments clés, et puis aussi de ce qu'on rencontre au cours d'une carrière. Par exemple la starification, par exemple gérer les à côté, par exemple gérer une concurrence nouvelle. Et donc c'est un travail que les judokas entretiennent tout au cours de l'année. Ce que disait Sylvain, c'est vrai en judo sur la partie individualisation. On a du mal à trouver un préparateur mental qui va s'occuper de tous les judokas de l'équipe de France ou de tous les judokas du PSG, parce que chacun a sa sensibilité. Donc ils vont aller puiser vers celui qui convient le mieux. Il y en a certains qui ont été avec des préparateurs mentaux, par exemple, qui viennent du RAID, d'autres qui sont allés voir Myriam parce qu'elle avait cette expérience aussi de psychologue du sport, d'autres vers d'autres préparateurs mentaux. Mais en tout cas, ça a été largement démocratisé par Teddy, et je connais très peu maintenant de judokas qui ne sont pas accompagnés sur la préparation mentale. Et donc quand on voit parfois dans la presse sur une équipe de France de foot ou sur d'autres sports, oui, le tabou de la préparation mentale, nous c'est un indispensable en judo, et on sait que sans ça, on manque peut-être d'un ressort. L'équipe autour du judoka, c'est lui qui la décide. Comment se fait la team qui va finalement accompagner le judoka ou la judokate entre finalement les différentes personnes qui vont intervenir? Alors on a un système un peu particulier, puisque en équipe de France, les judokas s'entraînent à l'INSEP tout au cours de l'année, et puis ils sont aussi dans un club où ils vont être 1 ou 2 fois par semaine. C'est souvent le club qui les salarie, mais ils s'entraînent en priorité avec l'équipe de France. Mais de plus en plus, en fait, il se crée des sortes de teams autour des judokas, et on va vers ça, vers de l'individualisation, vers un préparateur physique individualisé, vers un nutritionniste individualisé, et vers un préparateur physique mental individualisé. Vraiment, on se rapproche peut-être de ce qui se fait dans le MMA, et voilà, donc on individualise. Merci beaucoup. On va passer à Cédric avec un sport qui est monté en puissance avec 2 victoires aux Olympiques d'affilée, donc félicitations. Et l'idée, on va le voir sur cette petite vidéo, c'est d'arriver aussi à comprendre comment on arrive à se projeter dans l'espace en ayant des yeux derrière la tête. Donc, quel est le travail qui est fait pour anticiper ce qui n'est pas anticipable? Personne ne serait capable de faire ça, et on se rend compte que c'est des gens qui sont capables de s'organiser dans l'espace, de sentir où sont leurs camarades pour réaliser des passes exceptionnelles. Bonsoir à tous, merci également pour l'invitation. Donc, sur les vidéos, on va se consacrer et se centrer plus sur le rôle du passeur, parce que c'est vrai que la prise de décision elle est constante. C'est le joueur qui touche tous les ballons, c'est le joueur qui est vraiment au centre du jeu. Alors, on le voit qui va effectuer cette touche et qui va essayer de désarticuler la défense adverse. C'est un rôle clé, c'est un poste qui peut être comparé par exemple en foot aux anciens numéro 10, où Zidane était un bon exemple. C'est le demi-mêlée au rugby, c'est le demi-centre au hand, et c'est souvent d'ailleurs dans les clubs le joueur qui est presque le plus payé aussi, qui trouve les plus gros salaires, le plus rare, qui certaines formations ont du mal, certains pays ont du mal à en former, voilà. Et donc il est vraiment au centre.
je ne sais pas si on peut en revoir peut-être les vidéos, mais lui, déjà, c'est des joueurs en général qui sont très techniques, qui peuvent mettre le ballon un peu partout, et qui développent aussi des prises d'infos sur le contre adverse. Là, c'est un bon exemple, ça c'est un des meilleurs du monde qui a sorti l'équipe de France là, au championnat du monde. Et on voit le ballon arrive, il reprend une prise d'infos sur son joueur, sur ce qui se passe en face, et tout ça en une fraction de seconde, et c'est vraiment des joueurs qui font la différence. Voilà, donc ça c'est vraiment un point clé pour développer votre équipe. C'est quelque chose qui est beaucoup travaillé au collectif aussi, parce qu'il faut que les attaquants puissent venir dans les bons tempos. Ça aussi, les bons passeurs sont remarquables parce qu'ils vont aller donner les ballons dans les tempos souhaités par tous les attaquants. Voilà, donc c'est vraiment un poste clé qui vraiment, aujourd'hui, si vous avez un exemple, c'est Zidane vous dit, et là on a vu De Checo, le passeur argentin, qui arrive en fin de carrière, qui jouait sa dernière compétition internationale à 38 ans, c'est quelqu'un qui a joué 20 ans au plus haut niveau, qui a développé vraiment et qui n'est pas le plus physique, mais qui a développé vraiment la science du jeu, sentir les bons coups, ce joueur-là, voilà, qui jouera encore en Pologne l'an prochain. La Pologne avec l'Italie, on peut dire que c'est les deux plus gros championnats. La France n'arrive pas très loin derrière. On a quand même une bonne formation là où encore. Voilà, ça c'est chez nous, c'est les jeunes, c'est le centre de formation, mais voilà, c'est là aussi un autre exemple. L'entraînement se fait uniquement avec des partenaires, ou maintenant vous allez sur des outils de réalité virtuelle ou sur de l'apprentissage en 3D? Comment se fait parce qu'on voit plein de sports maintenant, y compris le rugby, où on peut avoir des visualisations via de la VR pour projeter une touche et pour s'entraîner face à un adversaire qu'on n'a pas forcément eu le temps de rencontrer. Vous allez vous saucer ce qui-là ou pas encore? Non, pas encore. Même les tops équipes européennes, les plus gros budgets ou les meilleures équipes nationales dont la France fait partie n'utilisent pas ça. C'est vraiment uniquement avec les partenaires. On a l'avantage de ne pas avoir par rapport au rugby par exemple, de ne pas avoir de contact. Donc ça permet de multiplier les expériences plus fréquemment. Pour revenir à ce poste-là, c'est un poste qui nécessite quand même beaucoup d'expérience de jeu pour avoir vécu ces situations maintes et maintes fois et sentir développer la perception des adversaires, des partenaires, et puis tout ça allié avec une technique irréprochable. Voilà, donc il y a beaucoup de répétitions de techniques individuelles et puis par ailleurs beaucoup de jeux de répétition de situations précises pour développer les interactions entre joueurs et aussi l'opposition face aux adversaires. Merci beaucoup. On va repasser à Jean-François pour une dernière question. On va lancer après les questions en public une fois que j'aurai fini mon dernier tour de table. Et on va parler, je vais remontrer la petite vidéo pour montrer finalement dans quel état vous êtes à la fin du match. On se dit, mais comment on voit dans le casque, alors qu'il doit faire 60 degrés? Alors on ne voit pas, d'accord, donc j'ai la réponse. Je vais récupérer le micro qui doit être quelque part par là. Merci. On parlait de la vision. On est sur un sport qui est hyper rapide. Nous, déjà, on ne voit rien. Au ralenti, on ne voit rien. Comment vous faites pour voir en vrai? On ne voit pas. On voit pas. Rien du tout. Donc, on fait ça au pif un peu. Non. Non. Plus sérieusement. Ah, vous êtes quand même rincé, quoi. Oui. Alors, en plus, moi, je perdais à peu près 5 kilos, quoi, à peu près par compète. Je suis vraiment obligé de tout à l'heure, Sylvain parlait de la réhydratation, c'était un des éléments. D'ailleurs, je voyais bien que quand je buvais pas suffisamment d'eau, je commençais à perdre un peu de mon explosivité. Le sabre est un sport d'explosivité, je voyais bien que j'avais absolument besoin de me réhydrater. Là, la photo que vous voyez à droite, c'est une image trompeuse. Étonnamment, le corps est quand même, l'humain est quand même super bien fait. Le treillis métallique s'efface complètement. On a une vision parfaite de l'adversaire. Mais parfait. Alors, il faut évidemment qu'il y ait de la lumière, c'est le cas de la séquence
à Barcelone, très bien éclairé parce qu'il y a la télé, donc de fait, par définition, il faut un niveau d'éclairage un peu comme au top 14 très performant, et étonnamment, ce treillis disparaît complètement. Vous voyez parfaitement bien toutes les zones de votre adversaire. Après, il y a deux éléments. Un élément avant le match et évidemment pendant le match. Moi, avant le match, je choisissais mes têtes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle comme ça, vous avez 4-5 000, à Paris 2024, au Grand Palais, il y avait 8 000 spectateurs. Vous êtes très vite embarqué à regarder tout le monde, à faire des sourires à tout le monde. Donc je choisissais mes têtes, des gens que je connaissais, donc avec qui je pouvais avoir d'un clin d'œil ou d'un geste un rapport qui pouvait être à la fois de réconfort ou d'agressivité, un geste d'accompagnement. Donc choisir ses têtes avant le match, c'est indispensable. Parce que vous êtes là comme ça, vous vous êtes préparé, et après vous êtes livré à vous-même avant que le match ne commence. Je parle des 2 minutes qui précèdent le match. Donc indispensable, à ce moment-là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la posture, donc il faut avoir la tête haute. Donc quand vous avez la tête haute, vous avez les spectateurs face à vous. Il faut donc choisir vos spectateurs. Donc choisissez 2-3 têtes connues pour avoir la paix avec les autres. Et après, quand on met le masque, et ça on travaillait énormément à l'entraînement, notre zone cible, c'était l'épaule et le bras. L'épaule et le bras qui tenait l'arme. Hein. Donc vous voyez, c'est à peu près, d'ailleurs c'est pas un sabre qui est là, c'est une épée, c'est pas grave. On va en mettre une vidéo comme ça. Voilà, vous voyez, c'est donc cette partie. Et là on le voit bien d'ailleurs parce que sur cette action, bon, je me souviens très très bien, parce que c'est une de celles qui repasse très souvent à la télé, je fais tomber l'Italien dans le vide parce que vous voyez, il a le bras déjà assez tendu, donc je fais une préparation, il fait sa contre-attaque et je porte mon attaque. Et ça, ce sont des actions avec le maître d'armes, surtout qu'on a travaillé, mais des centaines d'heures. Notre cible, c'était l'épaule et le bras. Et on développait tout un tas d'actions à la leçon. Une leçon, ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, avec le maître d'armes. Et pendant 20 minutes de ces 3/4 d'heure, 1 heure, il y avait beaucoup d'actions où il me focalisait mon attention sur son bras. Il était capable de changer la distance, de me faire tomber dans le vide, et c'était à moi à compenser ces changements de rythme et ces changements de distance par une adaptation de ma vision à son positionnement du bras, parce qu'il pouvait avoir le bras tendu comme ça, le bras très court, c'était à moi à juger effectivement de sa distance. Et ça, ce sont des choses qu'on a répétées, mais des centaines d'heures, des milliers d'heures. On ne peut développer une phrase d'armes et une stratégie pour battre son adversaire que si on a bouffé de l'entraînement. Et là aussi, je n'invente rien, c'est valable pour n'importe quel sport de haut niveau, mais en particulier sur l'aspect vision, c'était indispensable de s'adapter effectivement à la distance de l'adversaire en se fixant une cible sur cet adversaire. Merci. Alors du coup, on va repasser à Olivier et on va parler maintenant de l'aspect proprioception que Sylvain a mentionné. Les golfeurs refont systématiquement les gestes, c'est même vous qui le refaites le plus avant de faire le vrai geste. Comment vous travaillez la proprioception? On les voit très souvent, entre guillemets, retâter le terrain en même temps qu'ils préparent le geste. Il y a un énorme aspect podologie aussi en golf. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au top niveau? Comment vous travaillez cet aspect? C'est vrai que les appuis, c'est une des plus grandes révolutions de ces dernières années. Aujourd'hui, on voit des joueurs qui tapent à 300 mètres le drive, qui soulèvent plus de 200% leur poids de corps. Donc c'est vrai qu'il y a une préparation physique qui est très adaptée en termes de proprioception. C'est vrai que les joueurs passent des heures à travailler cheville, genoux, et après énormément de squat, sauter, voilà, pour développer le maximum de puissance. Du coup, il y a un équipement spécifique, en dehors des chaussures qui sont très particulières, mais il y a un accompagnement avec des podologues spécifiques comme c'est fait au Racing, où vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de spécificité? Non, tous les joueurs ont des semelles orthopédiques
Sylvain m'a montré tout à l'heure en bas les infrastructures, et c'est vrai que aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus laisser les choses au hasard, donc bon, tout est maîtrisé, tout est quantifié. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant une dernière petite fois de judo avant que vous puissiez poser vos questions. Et on va regarder cette petite vidéo. Sylvain a parlé d'hypoxie. On se rend compte que dans le judo, vous avez le droit d'étrangler. C'est original. Et si on regarde la malheureuse judokate Blanche, ça ne se passe pas très bien pour elle. Il y a des stress neurologiques. Comment c'est géré? Parce que voilà, ça fait partie du sport. Oui, alors effectivement, au judo, il y a 3 manières de gagner un combat. Il peut y avoir la chute sur le dos, il peut y avoir la clé de bras et il peut y avoir l'étranglement. C'est peut-être quelque chose qu'on connaît un petit peu moins dans le grand public, mais ça fait partie du judo et des arsenals techniques du judoka. Et certains sont d'ailleurs très très forts dans cette partie-là, notamment Axel Clerget qui était très 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 fort au sol. On a vu avant sur la commotion cérébrale, parce que c'était lui qui a vu la commotion cérébrale. Et donc, l'anoxie cérébrale, actuellement à la Fédération française de judo, on la gère comme une commotion cérébrale. On considère que c'est une commotion cérébrale à part entière. Première chose, déjà, c'est chez les juniors, s'il y a une perte de connaissance sur l'étranglement, on ne peut pas continuer la compétition. C'est fini. Au-delà de 45 ans, on interdit les étranglements parce qu'on a peur du décollement de plaques latéraux au niveau carotidien, de migration au niveau cérébral. Et entre les deux, en fait, il y a une évaluation médicale qui permet de dire si on continue la compétition. Pourquoi? Parce qu'en judo, il y a un système de repêchage. Et donc, ça peut arriver qu'on perde un combat et on peut être repêché. Ce qui est marquant sur les pertes de connaissance sur l'étranglement, c'est la difficulté parfois pour les combattants déjà de l'accepter. J'ai le souvenir d'un judoka au jeu qui a perdu sur étranglement et en fait qui n'avait pas trop compris ce qui s'était passé. Alors déjà parce que l'arbitre avait mis vraiment du temps à arrêter le combat et donc il a fini par perdre connaissance, mais aussi parce qu'il ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé. Et c'est là où parfois il y a une sorte de traumatisme mental chez certains athlètes, psychologique, et on doit faire une prise en charge psychologique pour pouvoir revenir après sur le tapis. Donc finalement c'est une gestion de blessure, on va gérer la partie perte de connaissance comme une commotion cérébrale, mais on va aussi devoir gérer la partie psychologique. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je vais de nouveau oser m'engager au sol? Est-ce que je ne vais pas défendre à l'excès? Est-ce que ça va encore être une partie du combat que je vais accepter et où je vais pouvoir de nouveau être performant? Donc il y a cette partie-là. Et ça me fait penser, parce qu'on parle de blessures, en fait, que nous, sur les blessures, on a la chance à l'INSEP d'avoir Claire Calmels. Et donc, on utilise la visualisation mentale très tôt. Une première partie, c'est la visualisation du geste sportif. Donc, on peut continuer à visualiser le geste, comme effectivement, on voit parfois les skieurs qui simulent le trajet, la descente. Nous, on continue à visualiser dans sa tête la technique de projection. On a aussi des visualisations finalement de la cicatrisation. Parfois, on va dire ok, j'ai une fracture, donc là, je vais m'imaginer comment, on va lui expliquer médicalement comment se passe la cicatrisation d'un os. Et donc, les athlètes vont visualiser la cicatrisation de l'os. On utilise aussi des techniques de visualisation en miroir. Je ne peux plus bouger mon bras droit, mais en fait, je vais me mettre face à un miroir, je vais bouger mon bras gauche, et mon cerveau va avoir l'impression que je bouge mon bras droit. Et j'accélère donc la cicatrisation. En tout cas, j'entretiens des schémas neurologiques qui favorisent la reprise du geste sportif en automatisme notamment. Et puis, il y a une partie du judo, de la reprise judo, qui peut se faire comme les boxeurs en shadow boxing, on appelle Tennoku Rensho, où en fait le judoka va faire des gestes dans le vide. Finalement, c'est de la visualisation aussi, parce qu'il visualise l'adversaire dans ses mains alors qu'il n'y en a pas. Et donc toutes ces étapes-là de mentalisation, on les utilise et ça me paraît des outils intéressants et on voit que ça aide les judokas à revenir plus vite finalement et à revenir techniquement de manière plus efficiente. Merci beaucoup. Du coup, Cédric, dernière petite vidéo. Normalement, on contre avec les mains. Et là, on ne va pas contrer avec les mains, malheureusement. On va contrer avec la tête. Il a pris une pleine tête. C'est vrai que nous, on n'a pas de contact, mais là où on a quelques commotions, c'est sur les balles qui finissent en pleine tête. Alors, au contre, ça peut être en défense aussi, parce que les attaques,
Ça peut aller autour de entre 100 et 120 km/h. Quand le ballon il arrive de 4-5 mètres, vous n'avez pas le temps de bouger, ça arrive pleine tête. Et donc quand ça se répète, voilà, il y a 3 ans par exemple, on a un joueur canadien qui évolue à Poitiers, dans notre division, là, en top 14 avec nous, qui a mis un terme à sa carrière parce qu'il était sur plusieurs commotions et voilà, il n'y a pas énormément de cas de ce type, mais c'est un exemple récent. Donc voilà, on voit le joueur, il est quand même bien sonné. Et vous avez les mêmes protocoles pour le rugby? Il n'y a aucun protocole en vrai, c'est pas du tout développé. À l'entraînement, ça arrive de temps en temps, ça fait rire tout le monde. Voilà, mais bon, il n'y a pas de protocole actuellement. Sachant que la plupart des blessures sont quand même orientées autrement, à savoir qu'on a beaucoup de tendinopathie, chondropathie qui vont assez vite des fois sur des stades 3-4. On a des entorses de cheville parce que le seul contact qui se fait c'est sous le filet. Et puis comme au basket, par exemple dans la raquette, et ça, quand on retombe sur un pied, là il y a des entorses. Et puis bon, je vous dis tendinopathie, après c'est épaule, dos, genou, et puis le dos aussi qui est quand même mis à rude épreuve parce qu'un match ça peut être 150 sauts. Quand vous répétez ça 3-4 fois par semaine, sur toute l'année, pour les athlètes, on parlait des rythmes, ça c'est valable pour tous les sports co. Aujourd'hui c'est un gros problème, la FI met beaucoup de matchs pour nos internationaux dès la fin du championnat, donc on a des athlètes qui jouent non-stop 12 mois quasiment, et qui sautent tout le temps, donc on a quelques joueurs qui à 29 ans avec de genoux, chondropathie 4 et puis qui arrêtent leur carrière. On s'éloigne un petit peu du sujet. Et, voilà. Écoutez, je vous propose déjà d'applaudir nos experts. Je suis sûr qu'il y avait de très nombreuses questions.